parler aujourd'hui de la présence de l'imaginaire du numérique dans trois romans de l'écrivain québécois Nicolas Dickner, que certains connaissent peut-être. Donc, il s'agit des romans Nikolsky, Tarmac et 6 degrés de liberté. Une œuvre qui est parue entre 2005 et 2015 chez Alto et qui déploie un rapport bien particulier à la culture numérique. C'est une culture qui est constamment thématisée dans l'intrigue, souvent en lien étroit avec une représentation de l'espace et du voyage au long cours, qui va fonder la quête identitaire des personnages principaux. Parce que c'est trois romans qui ont en commun la mise en scène de la recherche identitaire de jeunes adultes québécois ou franco-canadiens, qui sont souvent sur la piste d'une filiation familiale qui a été un peu malmenée, et qui se trouve dans une période de transition entre l'adolescence et le début de l'âge adulte. Donc, la culture numérique va s'insérer dans ce cadre romanesque-là, où elle va prendre tantôt la forme du piratage informatique, tantôt celle de la surveillance informatique de la GRC, parfois elle va servir à la diffusion de nouvelles ou d'informations, puis parfois elle va servir plutôt le jeu créatif d'adolescents technophiles qui aiment bien utiliser et détourner des objets techniques. Et donc, toujours, la technologie numérique va venir vraiment structurer et imprégner en profondeur la trame romanesque. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est trois grandes procédures romanesques d'intégration de l'imaginaire numérique au roman de Nicolas Dickner. Donc, d'abord, la thématisation, qui va venir traduire le rapport de l'univers romanesque au temps. Donc, je vais revenir là-dessus en détail. Ensuite, la métaphorisation des objets et du langage numérique qui va leur permettre d'offrir une métaphore de la création littéraire. Puis, finalement, la transposition des codes numériques qui, là, va vraiment modifier la poétique romanesque. Je vais vous en donner des exemples. Mais auparavant, je vais faire une petite esquisse d'une sémiotique de l'objet dicknérien. Parce que l'objet chez Nicolas Dickner, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis la culture numérique chez lui est tout à fait indissociable de sa matérialité. Donc des objets par lesquels elle va s'incarner, par exemple les ordinateurs, les écrans. Donc la culture numérique est liée aussi à une constellation d'objets médiatiques, donc les téléviseurs, les radios, les journaux imprimés. Et plus largement encore, à une constellation d'objets techniques qui comprend aussi, par exemple, des moyens de transport, des bungalows, des outils. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement présents dans les romans. Donc, il faut avoir en tête que chez Dickner, il y a cet investissement très fort des objets pour essayer de comprendre la place et le rôle de l'imaginaire numérique. Je parle d'investissement sémiotique parce que les objets chez Dickner sont tout sauf de banals objets. Ce sont vraiment des dispositifs complexes à multiples dimensions qu'on peut essayer de déplier. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, tout d'abord, les objets médiatiques chez Dickner, ce sont souvent des supports. En tant que support, ils vont être, par exemple, vecteurs d'information. C'est le cas du journal télévisé que regarde le personnage de Hope dans Tarmac. Donc, ils vont pouvoir diffuser des informations, des productions culturelles, des actualités datées. C'est le cas aussi, par exemple, des sites Internet. Les objets vont être aussi en tant que support des bases de données. C'est particulièrement vrai donc dans le cas d'Internet. On trouve par exemple des personnages dans 6 degrés de liberté qui vont utiliser Google ou la suite Google Earth, Google Maps pour chercher des informations. C'est vrai aussi des réseaux sociaux qui, en colligeant les données associées à l'identité d'un individu, sont vraiment décrits comme le réservoir d'une identité numérique ou à l'inverse d'une absence d'identité numérique, comme dans le cas du personnage de Jay dans 6 degrés de liberté, dont on dit que c'est impossible de trouver le moindre fragment d'elle sur LinkedIn, Facebook ou Google. Donc, en plus de tout ça, les objets en tant que support vont aussi être des surfaces matérielles qu'on peut vraiment décrire parce qu'on peut les voir et reconnaître leur identité visuelle. Comme dans l'extrait que vous voyez ici, où le narrateur décrit en fait un site Internet sur lequel Lisa est en train de naviguer. Donc, en plus d'être des supports, les objets médiatiques sont aussi des signes chez Dickner, et donc des signes porteurs de sens. Et souvent, ils vont être très ambigus ou polysémiques. Ils vont être, par exemple, des marqueurs temporels, comme par exemple les ordinateurs. Souvent, quand Dickner mentionne les ordinateurs, il ne fait pas juste mentionner un ordinateur, mais une marque d'ordinateur. Donc vraiment, ça vient dater l'intrigue ou introduire un objet qui lui-même est daté. Par exemple, le vieux iBook turquoise que la mère de Lisa utilise dans 6 degrés de liberté. C'est intéressant parce que c'est un objet à ce moment-là
qui a été lancé vers 1999 et donc qui apparaît déjà vieux dans une intrigue qui se situe vers 2007-2008. Ça fait des clins d'œil assez amusants aussi pour les gens qui ont eux-mêmes utilisé ces ordinateurs-là. Donc, en tant que signe, les objets sont aussi des indices à décrypter. C'est le cas des ordures que plusieurs personnages vont examiner attentivement ou encore des informations qu'on trouve sur un profil Internet sur Facebook. Ils vont servir parfois aussi de repères identitaires, comme le compas Minkowski dans le roman du même nom. Et ces deux derniers exemples-là montrent en fait que les objets vont souvent porter une fonction symbolique. Dans ce degré de liberté, par exemple, c'est une idée qui est synthétisée dans l'idée que le conteneur, je vais revenir sur le rôle du conteneur dans le roman, mais un conteneur du même type que ceux qui transportent les marchandises sur les bateaux. Donc le conteneur est décrit par Dickner comme un énorme biscuit chinois. Donc ça vous donne une idée de du rôle de l'objet chez lui. Donc ça peut être des continents fermés qui véhiculent un sens critique qu'on ne peut pas du tout deviner de l'extérieur. Donc, en plus d'être des supports et des signes, les objets chez Dickner vont aussi être des interfaces et des moyens de communication, que ce soit entre individus, par exemple dans le cas des conversations, des lettres imprimées, des coups de téléphone, ou comme ici une conversation instantanée. Et ils vont aussi permettre de communiquer ou de circuler entre deux dimensions du monde, le monde réel et le monde virtuel. Le conteneur que j'évoquais plus tôt dans ce degré de liberté, en fait, il va être modifié par les personnages de Lisa et Eric pour devenir un moyen de transport dans lequel Lisa peut faire le tour du monde. Mais c'est un moyen de transport particulier parce qu'il est aveugle. Finalement, il n'y a pas de fenêtre dans le conteneur. Donc, le voyageur qui est dedans n'a pas conscience de son voyage et le dirige uniquement à travers un ordinateur et une suite de logiciels. Donc, c'est vraiment une manière de naviguer dans ce que Dickner décrit comme un continent virtuel. Donc, l'objet numérique chez Dickner est à la fois support, signe et interface. Ces diverses facettes ici que j'ai distinguées de manière heuristique, mais qui sont vraiment souvent entrelacées, en fait. Et donc, maintenant, je voudrais explorer un peu plus les enjeux qui vont être tissés autour des objets numériques en creusant les trois procédures de représentation de la culture numérique que j'ai mentionnées plus tôt pour examiner en quoi elles vont venir toucher l'univers et la poétique du roman. Donc, ça m'amène à la question du romancier archéologue. L'œuvre de Nicolas Dickner, à bien des égards, c'est un petit condensé d'histoire des objets médiatiques. Et c'est intéressant parce que ça revient un peu à ce que M. Pelletier disait dans sa conférence ce matin, où le numérique est indissociable finalement des autres médias. Les romans de Dickner mettent en relief le fait que c'est impossible de penser l'imaginaire numérique sans l'interpréter à la lumière d'une histoire, des représentations des médias. Par exemple, l'intrigue de Tarmac, dont je vais moins vous parler aujourd'hui parce que le numérique y est peu présent, mais l'intrigue de Tarmac se situe dans les années 80. Donc, ce qui va être placé à l'avant-plan, c'est moins la culture numérique que la culture télévisuelle, que peut-être Dickner considère plus symbolique ou emblématique des années 80. Donc, cette dimension d'histoire des médias-là peut être reliée sans doute au réalisme romanesque. C'est vrai que dans les années 80, la télévision est peut-être plus importante que l'ordinateur dans la vie quotidienne du Québécois moyen qui est représenté dans le roman. Mais c'est une histoire des médias chez Dickner qui participe aussi de certains tiraillements temporels qu'on trouve dans ses romans, notamment d'une tension entre nostalgie technique et anticipation technique. On la voit bien, cette nostalgie-là, associée à des objets numériques dans la citation que je vous ai mise ici, qui est tirée en fait d'un recueil de chroniques de Nicolas Dickner, où il se rappelle différents modèles d'objets numériques. Et dans Minkowski, on va la retrouver aussi à travers la mise en scène d'une société qui se situe vraiment à la croisée des médias. Dans Minkowski, on fait un bond en avant par rapport à Tarmac. On a une intrigue qui s'échelonne de 1989 à 1999, donc on est quand même dans un moment de transition important où les ordinateurs deviennent de plus en plus présents à l'arrivée d'Internet. Et dans ce roman-là, tandis qu'un des personnages, le personnage de Joyce, va s'initier en autodidacte au piratage informatique, donc être en quelque sorte à l'avant-garde de l'informatique. Il y a d'autres personnages qui vont plutôt s'accrocher aux technologies pré-numériques. Par exemple, le personnage de Noah, qui lui va tenter de communiquer avec sa mère depuis Montréal par lettre qu'il envoie à la poste restante dans différents villages de l'Ouest canadien parce que sa mère, c'est une nomade qui voyage, puis il essaie comme ça, comme en jetant des coups dans l'eau, de la rejoindre, mais ça marche jamais. Et donc, dans Minkowski, un autre exemple de l'importance des technologies pré-numériques, c'est tout l'intertexte des cartes, les cartes maritimes, les cartes routières, qui sont vraiment des repères identitaires pour les personnages. Donc, on peut dire que dans Minkowski,
Il y a quand même un imaginaire d'imprimé très fort qui domine, mais en même temps, ça fait signe vers aussi l'informatique. Et ce sentiment-là de tournant médiatique est présent vraiment dans le roman. Ce monde ne ressemble plus à celui d'hier, écrit Dithner, avant d'évoquer que l'Amérique du Nord va être bientôt une série de réseaux informatiques connectés les uns aux autres. Et dans 6 degrés de liberté, finalement, c'est un peu cette vision prophétique-là qui est prolongée, parce que le roman, cette fois, se situe entre l'année 2005 et l'année 2012 à peu près. Et là, on se trouve vraiment face à un roman des réseaux et des systèmes interconnectés. Le roman, comme je l'ai dit, d'un espace virtuel dans lequel on voyage à l'aveugle à bord d'un conteneur intelligent. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, il y a quand même une épaisseur de l'histoire des médias aussi dans 6 degrés de liberté, puisqu'il y a beaucoup d'objets présents dans le roman qui vont venir faire surgir une sorte d'archaïsme technique à divers degrés. Par exemple, on mentionne une montgolfière, Remax, une vieille automobile Datsun, ou encore un exemplaire imprimé des pages jaunes, qui est comme le summum de l'archaïsme, parce qu'au lieu d'aller chercher sur Internet, finalement, le personnage, à un moment donné, va trouver la solution dans l'exemplaire des pages jaunes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'épaisseur historique que les objets techniques amènent chez Nicolas Dithner. Donc, il y a vraiment une liaison entre les objets techniques puis le temps qu'ils incarnent, qui est le temps de leur production ou de leur utilisation. Et pour moi, ça appartient finalement à la première des procédures, donc la thématisation de la culture médiatique et numérique, qui chez Dithner, comme on l'a vu, est liée à une fonction de datation de l'intrigue, mais plus que ça, vraiment à une volonté de représenter l'épaisseur du temps, quelque chose comme la mémoire technique de la société. Et dans ce sens-là, la culture numérique chez lui n'est pas que contemporaine, parce qu'elle n'est pas un pur signe du temps présent, parce qu'elle aussi, elle est déjà datée, elle a déjà son histoire, puis elle a déjà une profondeur historique aussi. Et le romancier peut s'en servir comme moteur de création. Donc, en ce sens-là, les objets dans les ordinateurs et les outils numériques peuvent être visés par une entreprise d'archéologie, qui est à la fois celle du romancier, mais aussi de ses personnages. Et ça aussi, c'est thématisé dans l'intrigue, puisqu'on retrouve littéralement des personnages d'archéologues, des personnages qui vont aller fouiller dans les déchets. Par exemple, dans la scène que vous voyez ici, c'est le personnage de Joyce dans Nikolsky, qui, pour réaliser sa vocation de pirate informatique, va aller fouiller les poubelles pour trouver des vieux ordinateurs, les réparer, puis s'en servir. Donc, comme je le disais, la culture numérique est ancrée dans cet imaginaire-là de sa matérialité, de l'objet informatique, dans une représentation qui est toujours ambivalente, puisque les objets informatiques sont périssables, mais ils sont aussi récupérables, donc ils sont à la fois délétères, mais aussi salutaires. C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, j'en arrive à mon troisième point plutôt. Donc, comme je le disais, la représentation du numérique chez Dithner est très ambivalente. Et elle est en quelque sorte traduite dans l'interrogation que Dithner, comme chroniqueur, renvoie à un romancier qui l'apprécie bien, Georges Perec, à savoir, est-ce que Perec aimerait Internet ou il s'en méfierait? Et en fait, on pourrait poser la même question à Nicolas Dithner. Parce que d'une part, chez lui, dans ses pires incarnations, le numérique est l'emblème de la culture de masse, de la sérialité qui va aliéner les individus, qui va altérer leur repère identitaire. C'est vraiment parfois un magma tissé de numéros qui va conditionner des gestes répétitifs, à l'instar des numéros de carte de crédit que le personnage de Jay, qui est une ex-pirate informatique recrutée par la GRC. Donc, elle doit scruter toute la journée des numéros de carte de crédit qui défilent sur son ordinateur pour essayer de repérer des fraudes. Donc, dans ce cas-là, son travail est décrit comme aliénant. C'est le cas aussi de la sérialité des profils sur Facebook qui vont, par exemple, comme vous le voyez ici, diluer l'identité d'Isabelle Leblanc dans une marée d'homonymes et d'informations qui produisent une sorte de personnage d'Isabelle Leblanc sans qu'une tête qui serait l'accumulation de toutes ces informations-là. Donc, Isabelle Leblanc serait une sorte d'intelligence distribuée qui est à la fois mariée, célibataire, mineure, lesbienne, ménopausée. Donc, c'est en quelque sorte le côté obscur de la culture numérique chez Dithner qu'on voit ici. Mais d'autre part, le numérique, dans ses meilleures incarnations, va aussi être rattaché à des éléments autrement positifs, parce qu'il va être aussi vecteur de détournement créatif et de reconquête de sens. C'est une faculté qui se vérifie notamment par le biais du personnage de Joyce dans Nikolsky, peut-être que vous l'aurez compris, qui devient Jay par une migration intratextuelle dans 6 degrés de liberté. Donc, c'est le même personnage de plusieurs indices qui le laissent deviner. Donc, pour Joyce, dans Nikolsky, devenir pirate informatique, puis écumer illégalement les ordures,
emprunter des identités aussi, ce sont les seuls moyens de réaliser sa quête identitaire, c'est-à-dire de marcher sur la piste de ses ancêtres qui étaient des vrais pirates sur les mers. Donc elle a vu devenir pirate informatique pour actualiser cette vocation-là d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, l'informatique ne stimule pas du tout Joyce. Dans ses cours d'informatique au secondaire, qui sont très ennuyants, il n'y a aucune dimension créative, et là on dit que l'informatique s'apparente à une chaîne de montage. Mais le rapport que Joyce entretient à l'informatique va être révolutionné au moment où elle découvre son destin, qui va être de réinventer la figure du hacker au féminin en suivant un exemple qu'elle trouve dans le journal, celui de la pirate Leslie Lynn Doucette qui vient de se faire arrêter qui a le même nom de famille qu'elle, en fait, puisqu'elle aussi c'est une Doucette. Donc, l'entreprise de piratage de Joyce passe, comme on l'a vu, plutôt par le recyclage. Elle va commencer par fouiller illégalement les ordures, récupérer des pièces d'ordinateur, les bricoler pour produire des machines qui fonctionnent, dont elle peut se servir. Et ainsi, elle va réinventer le piratage au bout du jour. D'ailleurs, elle donne des noms de pirates célèbres aux premiers ordinateurs qu'elle réussit à faire fonctionner. Et Nicolas Dickner écrit à nouveau dans ses chroniques « Un bon écrivain devance toujours les éboueurs. L'écrivain n'invente rien. Ses codes et ses matériaux sont les fruits d'un immémorial labeur collectif. Il ramasse et il assemble, il décape et il revernit. » On est proche encore de l'entreprise de construction que M. Pelletier évoquait ce matin. Et c'est ça, en fait, qui rapproche l'informatique détournée, donc le hacking de Joyce et finalement l'écriture littéraire de Dickner, c'est que toutes deux seraient des entreprises poétiques et créatives de recyclage et de détournement. Et toutes deux se caractérisent aussi par un plaisir vraiment matériel, de la récupération, de l'assemblage, de la construction. Et cette jubilation créative-là, associée au geste de construire, on la retrouve encore dans 6 degrés de liberté à travers les personnages de Lisa et Eric qui adorent lancer des projets comme celui du conteneur. Ou encore, avant le conteneur, ils vont aussi lancer un ballon à l'hélium avec un appareil photo informatique jusqu'à la stratosphère pour prendre automatiquement des photos grâce à un algorithme qui a été codé par Eric. Et là, c'est ça qu'on voit ici. Le véritable but du ballon, c'était sa construction, les soirées passées à coder, coudre, déboguer, etc. Donc, on voit ici vraiment le plaisir de la construction. Détourner des objets, donc, de leur usage probable ou normal, en passant par ce processus créatif-là, c'est ce qui relierait l'informatique et la littérature. Et en ce sens-là, le numérique serait aussi une forme de langage, ou en tout cas, du moins, une représentation capable de transmuer le quotidien en quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu, de stimulant. Et c'est en ce sens-là qu'il offre une métaphore réflexive de la création littéraire. Je vous en donne un autre exemple. Par exemple, quand Eric va coder l'immense logiciel qui va permettre au conteneur d'être dirigé à travers l'espace, l'écriture du code informatique est vraiment décrite comme l'élaboration d'une œuvre, d'un texte au sens littéral. Je cite de plus de 15 millions de lignes de code, dont plusieurs dizaines de milliers écrites sur mesure. Donc, on est en quelque sorte face à un travail de création de longue haleine qui n'est pas sans parenté avec l'écriture littéraire. Et j'en arrive à mon dernier point. L'écrivain, selon Dickner, c'est donc un recycleur, comme on vient de le voir, mais c'est aussi une machine à écouter et à traiter la rumeur médiatique. Et c'est une attention continue aux médias qui va lui conférer aussi, je pense, par ricochet, une sorte de connaissance intime et poétique des médias, de leur langage, de leur matérialité, que ce soit le papier journal, les ondes hertziennes ou les écrans et les ordinateurs. Et cette connaissance-là, elle donne lieu à une troisième procédure que j'ai nommée la transposition du code, des codes, qui est cette fois-ci vraiment une transposition poétique ou une forme d'imitation dans l'écriture des caractéristiques formelles des discours médiatiques ou numériques. Et en quelque sorte, ça vient ici camper l'écrivain en programmeur ou lui-même en une sorte de super ordinateur. Ça peut passer par le jeu avec la typographie. Donc, on le retrouve dans Tarmac ici avec l'insertion d'un courriel, où Dickner a même pris soin de mettre les champs habituels du destinateur, de la date, du sujet, dans une police qui se distingue du reste du corps du texte, puis même en insérant des sortes d'erreurs courantes de la communication par courriel avec le « re » qui se répète dans le sujet qui est vide, les espaces qui n'ont pas rapport, qui sont à divers endroits dans le texte. Donc, c'est intéressant. Puis, on retrouve aussi la même procédure à nouveau dans ce degré de liberté, mais cette fois-ci pour une conversation instantanée qui, elle aussi, est dans une police, la fameuse police courrier bien reconnaissable. Donc, il y a ce procédé-là. Puis, il y a un autre procédé dont je voulais vous parler parce que je le trouve particulièrement intéressant,
que j'ai appelé l'ekphrasis d'écran, qui lui est peut-être plus significatif sur le plan narratif. C'est-à-dire que, comme je le disais, les écrans ont une identité visuelle. Chez Dickner, c'est quelque chose de très récurrent, donc on peut les décrire. Et quand ils sont décrits, parfois ils sont associés à des procédés intéressants de focalisation narrative. Dans la scène que vous voyez ici, il y a vraiment une continuité qui va se dessiner entre l'écran de l'ordinateur de Jay, qu'on voit d'abord en très gros plan, puis par une série de zooms arrière, on voit successivement apparaître le cadre de l'ordinateur. Donc là, on comprend qu'on était dans la description d'un écran, le cadre de l'ordinateur, puis le salon autour, puis tout l'appartement de Jay, par une série donc de zooms arrière qui vont apparenter en quelque sorte le point de vue du narrateur omniscient à une sorte de système optique indéterminé qui serait capable de dézoomer comme ça. Donc, ça établit aussi une continuité entre ce qu'on voit sur l'écran puis l'univers décrit autour de l'écran. Et finalement, ça fait l'effet de montrer l'univers romanesque comme un prolongement de l'écran, comme une sorte d'univers remédiatisé, virtuel, duquel on pourrait dézoomer à l'infini, comme si finalement le point de vue de la narration était aussi celui d'un ordinateur, ou comme si nous-mêmes, comme lecteurs, on regardait un ordinateur en lisant le roman. En fait, il y a toutes sortes d'interprétations possibles, mais c'est vraiment intéressant. Et souvent, Dickner, de la sorte, va nous faire voir l'univers romanesque, ou va le faire voir à ses personnages à l'intérieur de la diégèse par différents dispositifs médiatiques, que ce soit des écrans, des téléviseurs, un journal, une lentille d'appareil photo. Et ça vient en quelque sorte renforcer la réflexivité que j'évoquais entre les médias et l'écriture littéraire. Donc, pour conclure, bien, je voulais souligner que dans sa manière d'écrire la culture médiatique, Dickner accorde une très grande importance à la matérialité de la culture numérique. Je l'ai souligné, mais je le rappelle, donc les écrans, les modèles d'ordinateur, les déchets, pour lui, c'est extrêmement important. Et il va être sensible aussi à tous les effets de condensation temporelle que peuvent amener les objets techniques, aux effets aussi aux effets d'optique, puis au détournement des usages habituels. On peut retenir aussi chez lui que la culture numérique est vraiment un prolongement plutôt qu'une rupture avec la culture médiatique des siècles précédents. Et donc, elle s'inscrit dans un continuum médiatique qui va amener une représentation en demi-teinte, qui est tantôt péjorative, tantôt améliorative de la culture numérique, qui est à la fois donc support d'une culture de masse sérielle, aliénante, mais qui est aussi moteur de création. C'est une dualité qu'on retrouve depuis longtemps aussi dans le roman, depuis le 19e siècle. Et ce qui est intéressant, une dernière chose, c'est qu'il me semble que Dickner, ça fait peut-être écho à ce que vous disiez juste avant, il opère en quelque sorte une liaison entre le monde matériel dans lequel on vit, ou la géographie réelle, puis le monde virtuel. Et finalement, peut-être qu'il opère une liaison qui avait été déliée, en tout cas du moins dans un des deux romans dont vous parliez. Et finalement, ce qu'il nous dit, c'est que le continent virtuel, c'est en quelque sorte une autre forme d'espace, mais qui n'est pas sans parenté avec le monde réel et qui propose à l'homme un chemin tout aussi chaotique, des problèmes de communication, de navigation et d'orientation tout à fait semblables à ceux qu'il trouve dans la géographie réelle. Je vous remercie.